Merci de votre fidélité à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, le professeur Bakary Samb. Bonsoir professeur. Bonsoir et merci de votre aimable invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, fondateur du think tank Timbuktu Institute, think tank leader. On vous reçoit dans un contexte, professeur, de retrait des forces françaises au Sahel. On assiste actuellement à un pic de tension avec la passe d'armes entre le président français Emmanuel Macron et certains dirigeants africains, dont le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Et puis également, on apprend l'attaque au Bénin qui a fait 28 morts des soldats. Et puis également la mort de 18 assaillants qui ont voulu prendre le siège de la présidence à N'Djamena hier en début de soirée, mais aussi le rapt du calife Thierno Amadou Hadi Tall, survenu le 26 décembre dernier. Le groupe de soutien par le GIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Sur ces derniers points, beaucoup d'informations contradictoires, mais quels sont les derniers développements? Que vous savez-vous de cette affaire? Oui, ce rapt a eu lieu lors d'un retour de Ziar avec un convoi qui était composé de plusieurs personnes qui ont été libérées, et contrairement au cheikh qui a été amené à un lieu inconnu, dit-on, mais plutôt dans cette zone des trois frontières entre le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, mais plus proche de la Mauritanie. Ça a été revendiqué par le JNIM, mais vous savez que le JNIM dans cette zone est surtout incarné par la Katiba Massina d'Amadou Koufa, qui aujourd'hui se développe vers la région de Kaye avec plus de 8000 combattants quand même. Et donc beaucoup d'informations contradictoires sur des libérations, des promesses, etc. Mais dans tous les cas, les informations les plus contradictoires sont là, entre le fait de circuler des audios attribués à Amadou Koufa, authentifiés ou non. Récemment, la presse malienne, certains aussi disaient que non, c'est pas authentique. Et on vient d'avoir aussi un autre communiqué émanant de la famille, et cette vidéo qui a été virale sur le fait que la famille espérait toujours que le cheikh est encore vivant, ce qu'on espère. Et c'est le moment de penser à toute cette communauté transnationale au regard de leur rôle dans la région. La famille Tall, aussi bien au Sénégal, au Mali et dans d'autres régions. Mais espérons qu'il puisse avoir encore un dénouement heureux. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais en tout cas, la situation montre quand même qu'il y a une rupture de pratique de la part du JNIM, qui, si on le sait, depuis la destruction des mausolées de Tombouctou au début de la crise malienne, ne s'était pas attaqué en fait à l'islam soufi et à ses dirigeants, certainement dans cette stratégie très mûrie de la part de ces groupes-là, de vouloir toujours s'accorder une base sociale et ne pas ouvrir des fronts avec les communautés locales dont ils ont besoin naturellement pour se déployer et opérer dans cette région. Mais quelles sont les raisons? Est-ce qu'on connaît les raisons de cet enlèvement? Oui, dans les enregistrements qui ont circulé et certaines revendications restent à authentifier. On parle de reproches par rapport à des discours tenus sur notamment le fait d'appeler les jeunes à déposer les armes, ce qui est dans son rôle naturellement. Parce que c'est un pacifiste. Le cheikh Al-Hadi, c'est quelqu'un de très pacifique qui a complètement assumé sa fonction de chef religieux, d'appeler les jeunes à déposer les armes et de s'éloigner du terrorisme et de la violence religieusement justifiée. Donc certains même parlent de plusieurs avertissements avant ce rapt dans une zone qui, on peut le dire, n'était pas aussi sa zone de confort, notamment dans le nord du Sahel, où ce n'est pas plutôt cette branche qui est la plus prééminente. On va en parler, mais ce rapt est plutôt donc une représaille, comme le pensent certains observateurs. On peut l'analyser ainsi, sauf qu'il faut être très 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 vigilant et très prudent à un moment où il y a beaucoup de supputations, mais je pense que ça montre quand même, si c'était avéré que c'était pour cet avertissement, qu'il y a une rupture en tout cas dans ces relations-là, et qui augure quand même d'un affrontement entre deux visions du monde et de l'islam, notamment cet affrontement entre l'islam salafiste entre guillemets djihadiste et cet islam pacifiste soufi de la Tijaniya. C'est une rupture dans la pratique de la Katiba, vous l'avez dit, en s'attaquant
aux soufis depuis donc la destruction des mausolées de Tombouctou en 2012. L'autre aspect, c'est l'avancement des groupes, parce que les événements se sont déroulés dans cette zone de 3 frontières entre le Sénégal, la Mauritanie et le Mali. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, la Katiba Massina est dans cette logique d'avancer vers l'ouest du Mali, donc vers l'est de notre pays. Oui. Notamment, naturellement, si on sait les attaques qu'il y a eu, mais aussi les opérations menées par l'armée malienne à un moment avec les supplétifs de Wagner qui, à un moment, avaient hérité en Mauritanie. On sait que cette région-là est aujourd'hui de plus en plus convoitée. Si l'on sait que les dernières attaques, les 3 dernières attaques dans cette zone-là, dans la zone de Melgué, c'était à 35 km à vol d'oiseau de Bakel. Donc cette zone-là, et en plus de la zone est que nous partageons avec le Mali, est à surveiller. Et je crois que les dispositifs nécessaires sont pris naturellement. Oui. Avec des surveillances. On a vu hier, par exemple, les patrouilles mixtes avec la collaboration avec la Mauritanie, le partage d'informations. Oui. Mais je crois qu'on doit se rendre à l'évidence que la stratégie des groupes n'est pas seulement d'avancer comme ça aveuglément, mais avec une stratégie mûrie, oui. C'est-à-dire à la recherche de couveuses locales pour pouvoir se déployer dans des zones où ces groupes croient avoir parfois le soutien des populations locales. C'est une logique de recherche de base sociale. Oui, naturellement, ces groupes n'opèrent pas pendant très longtemps dans une zone lorsqu'ils n'ont pas ce qu'on appelle des couveuses locales, c'est-à-dire un soutien social. Ces soutiens, ils les obtiennent généralement en travaillant et en instrumentalisant les griefs sociopolitiques, des inégalités sociales. Oui. On l'a vu dans la naissance de la Katiba Massina, oui. qui s'est engouffrée dans cette brèche des inégalités, de certaines inconséquences des sociétés dans la hiérarchie sociale. On le voit, beaucoup de personnes qui étaient qualifiées d'inférieures, etc., ont pu voir dans ce que prône la Katiba une forme de théologie de libération au point d'adhérer à cela. Et la Katiba joue sur toutes les cartes, les cartes intraconfrériques, interconfrériques, mais aussi dans cette opposition entre les deux visions du monde, entre l'islam salafiste et confrérie. Aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est que les problèmes dans la région de Kaye, notamment l'esclavage ascendance qu'on retrouve et qui sont des griefs qu'on peut instrumentaliser de la part de ces groupes-là ne se retrouvent pas. Donc tout le travail donc communautaire et de travail sur la résilience, cette anticipation pour que ces groupes-là ne trouvent pas de base sociale. L'autre raison, c'est que pourquoi être si proche et ne pas attaquer, c'est qu'ils ne veulent pas être sur deux fronts entre l'armée malienne et l'armée sénégalaise qui a quand même acquis sa respectabilité dans le monde, mais aussi le fait d'éviter surtout de s'inscrire dans une logique d'installation dans des zones où on n'a pas de support sur le plan local. La zone de Nioro, vous l'avez dit, contrôlée par le shérif Bouye Aïdara, amaliste. Historiquement, c'est une zone de rivalité religieuse, interconfrérique et intra-confrérique aussi, n'est-ce pas? Oui, absolument, il y a cette dimension-là. Je pense que parmi les griefs reprochés par la Katiba Massina à certains leaders religieux, c'est peut-être la proximité avec le pouvoir de Bamako, mais aussi on voit que aussi on pourrait dire la même chose de Chérif Bouye Aïdara, de Chérif de Nioro, qui est quand même assez proche aussi des autorités de Bamako. Mais je crois que oui, il y a eu cette rivalité historique, des questions du 19e siècle, autour des 11 grains et 12 grains, mais qui, à mon avis, ne semble pas être décisif par rapport à cette crise-là. C'est vrai que certains auraient pu attendre beaucoup plus de solidarité de la part du shérif de Nioro. Je pense que actuellement les chefs religieux sont mobilisés, certaines personnalités étatiques, des bonnes volontés, et on espère que ce dénouement heureux pour lequel on reprend espoir puisse être le cas. Oui, tout cela démontre la complexité de cette affaire. L'actualité dans le Sahel, professeur Bakary Samb, c'est aussi l'attaque survenue hier à N'Djamena, un acte isolé et désespéré d'après les autorités tchadiennes. Coïncidence troublante ou pas à votre avis? Aujourd'hui également, il y a eu une attaque qui a fait 28 morts du côté des soldats béninois. C'est un regain de tension dans le Sahel que nous assistons. Ouais, sur la situation au Tchad, qui, avec plusieurs commentaires aussi, notamment
effectivement, lorsque le procureur a parlé peut-être d'un assaut de Boko Haram, après ça a été démenti. On a vu le porte-parole du gouvernement, pas moins, ministre des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, parler aussi d'une attaque insignifiante, etc. On sait que cette zone fait face quand même à des assauts de Boko Haram. On est à N'Djamena, non loin de la région du lac, dans les régions comme Bol, Bagassola et d'autres localités où opère Boko Haram. Mais je pense qu'il faudrait faire attention sur cette situation tchadienne, si l'on sait que les rivalités politiques ne sont pas complètement tues. Abderrahmane Koulamala lui-même, au sein du gouvernement, avec quand même une pièce maîtresse que sont les affaires étrangères, mais qui a des ambitions politiques, bridées un peu par les dernières réformes constitutionnelles qui statuaient que pour être président au Tchad, il faut être de père et de mère tchadien, alors que lui, sa mère est Gorane. On parle aussi en tout cas de proximité avec le Soudan, etc. Donc à mon avis, il faudrait faire vigilance sur la situation au Tchad. Ça ne peut pas être un acte isolé. Il faudra observer les développements dans les jours à venir. Et au Bénin, alors, on parle de 28 soldats tués dans une attaque djihadiste à la frontière entre le Niger et le Burkina Faso. Et tous ces événements, je le disais, se déroulent dans un contexte de retrait des forces françaises au Sahel, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, disons, en tout cas ce qui est annoncé. Diriez-vous que c'est une coïncidence troublante? Oui, je dirais pas troublante, parce que je n'ai pas les éléments essentiels et matériels qui me permettent de l'établir. Nous, les chercheurs, comme vous, nous aimons le factuel. Et je n'ai pas de factuel qui me permette de dire c'est troublant ou pas. Mais en tout cas, il y a une concomitance des faits qui est là. Maintenant, pour le cas du Bénin, on voit que le nord du Bénin, pour lequel nous avons publié un rapport récemment sur le nord du Bénin, dans la région de l'Alibori, de l'Atakora, mais aussi dans la zone de Djougou aussi. On voit que ça s'est passé dans cet endroit qu'on appelle cette zone qu'on appelle le triple point, qui signifie cette frontière entre le Burkina Faso, le Niger et le Bénin. Ceci montre quelque chose, c'est-à-dire que pendant très longtemps, le fait de se focaliser sur le Sahel central a fait qu'on a extrait le Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu une déstructure de l'architecture sécuritaire. Absolument, il y a une déstructuration de l'architecture sécuritaire de la CEDEAO. La CEDEAO aujourd'hui, quand même, sur laquelle on met beaucoup de tort. Alors que la CEDEAO qui est affaiblie, effectivement. Pendant 10 ans, on a dépossédé la CEDEAO de la question sécuritaire. Avec le G5 Sahel. On va en parler. Mais restons sur le Bénin parce que c'est quand même important et c'est l'actualité du jour. Le président béninois avait ses craintes ces derniers mois. Oui, absolument. Le Bénin s'est engagé dans une approche sécuritaire avec la création de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et terroristes. Et cette CRIET-là était assimilée finalement à une cour à un moment quand nous sommes rendus dans cette zone où nous avons beaucoup travaillé pendant très très longtemps. On parlait de la Cour des Peuls. Est-ce que les Peuls ne sont pas stigmatisés? On a vu que par la suite, le président béninois lui-même a pris l'initiative de rencontrer la communauté Peul récemment à Cotonou. Ce qui a été quand même un pas vers le dialogue et la mitigation des solutions du tout sécuritaire. En ce moment-là, je pense que le Bénin aujourd'hui risque d'être le nouvel épicentre côtier, avec non seulement dans la région de l'Atakora le débordement de ces forêts-là qui servent de base, mais aussi dans cette zone où ça s'est passé, notamment la frontière vers le Niger, vers Malanville, dans l'Alibori, où vous avez de l'autre côté du fleuve Niger, Gaïa, dans la région de Dosso au Niger. Je crois que ce sont des endroits aujourd'hui comme Karimama, des endroits qui étaient quand même plus ou moins calmes. Aujourd'hui, comme Kandi, on les cite dans les rapports, dans les attaques, etc. Ce qui veut dire que le Bénin est en train de vivre une mutation de cette violence-là, qui, à mon avis, non seulement est due à cette transfrontalité avec un pays qui est le Burkina Faso, qui contrôle à peine 40% de son territoire, mais aussi le Niger. Le Niger, absolument. Et je crois que on connaît les tensions qui ont survenu. Oui, les tensions qui ont eu à enflammer un peu les ardeurs entre le Niger et le Bénin.
avec la fermeture de la frontière. Oui. Récemment, on a vu certains sabotages du gazoduc, etc. Donc, le Bénin est en train de devenir un nouvel épicentre côtier de la violence terroriste. Oui. Ce qui rappelle que la CEDEAO devra, en tout cas, en moins, jouer son rôle. Oui. D'autant plus que le G5 Sahel, quand même, est au point mort. Justement. Et l'architecture sécurité régionale doit être réactivée Oui. pour plus de coopération. Oui. Mais on connaît les difficultés avec les pays de l'AES qui font que la chose est devenue beaucoup plus compliquée. Oui. Mais il faudra une synergie, quelle que soit la forme. Alors, sur la nouvelle donne sécuritaire, les Français vont partir. Comment voyez-vous l'après? Le développement de la coopération sous-régionale dans un contexte, vous l'avez dit, où la CEDEAO est plus que jamais affaiblie? Oui, plus que jamais affaibli, mais à mon avis, avec la création de l'AES, on voit quand même un processus presque irréversible malgré la médiation sénégalaise qui fait des efforts. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'avenir de la coopération, c'est dans la réactivation des mécanismes régionaux de coopération sécuritaire, mais aussi l'Union africaine devra jouer un rôle très important. Maintenant, aujourd'hui, la coopération avec la France, qui était née avec la lutte contre le terrorisme, avec l'opération Serval sur la demande du Mali, à un moment où les Français étaient accueillis comme des vainqueurs avec la libération de Tombouctou. Vous êtes en train d'apporter de l'eau au moulin d'Emmanuel Macron, là, hein? Non, du tout. Je suis en train de réitérer les faits. Mais par la suite, et puis il y a eu l'opération Barkhane qui a été un échec. C'est-à-dire que ces forces libératrices, lorsqu'elles essayent de s'installer, cela amène des problèmes. On a vu l'expérience en Afghanistan, etc. Tôt ou tard, les libérateurs vont être qualifiés d'envahisseurs. À un moment, donc, avec l'échec de Barkhane, qui montre quand même que cette forme de présence militaire n'apportait pas les résultats escomptés. Et je crois que sur les propos d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, ce ne sont pas les premiers. Si on observe bien, en octobre 2020 ou 2021, je crois, avec le sommet de Pau, où il y avait un certain Ibeka, du Mali, Roch Marc Kaboré. À la suite de l'accident de l'hélicoptère qui a coûté quand même 13 morts du côté français. Du côté français. Des forces spéciales. Et où Emmanuel Macron avait tenu les mêmes propos. Maintenant, le contexte est tout à fait différent. Le contexte est différent dans une situation où il y a cette forte demande de souveraineté de la part de certains États africains. Il y a aussi un moment où la politique française en Afrique aussi battait de l'aile malgré les efforts de coopération, etc. Et je crois que c'était une coopération stratégique au point de vue du renseignement, quand même, au point de vue aussi de la formation. Aujourd'hui, c'est tout à fait contesté parce qu'il y a une nouvelle donne où, dans le Sahel, les sociétés civiles se sont accaparées le débat sécuritaire qui n'est plus un débat des élites. Justement, on va en parler parce que ça aussi, c'est dans le rapport que vous allez publier et que vous allez nous en dire un peu plus. Mais franchement, question pratique, ces 10 dernières années, allez, disons depuis 2012, donc le début de cette crise au Sahel, est-ce que selon vous, la France a été un problème ou bien a été une solution? Oui, on ne pourrait pas traiter le problème de cette manière manichéenne. Mais je dirais ceci. C'est-à-dire l'approche qui a été une approche ultra sécuritaire n'a pas donné les résultats escomptés. À un certain moment, au fil du temps, avec les bavures, les erreurs stratégiques, etc., on a vu qu'il y a une contestation de la rue africaine et sahélienne par rapport à cette présence militaire française. On a vu l'expression dans le cas du Niger. Mais je crois que ce n'est pas la France en soi ou les pays africains, c'est l'approche en tant que telle. C'est-à-dire que la focalisation sur l'approche purement sécuritaire qui, à mon avis, visait l'élimination des cibles. Les cibles se régénèrent si les causes structurelles n'ont pas disparu. On n'a pas pu arriver à une approche holistique prenant en compte aussi bien les besoins de sécurité que de développement, mais aussi les griefs et les frustrations sur lesquels les groupes terroristes construisent leur narratif. Vous savez, vous pouvez éliminer des cibles, Ben Laden est mort et Al-Qaïda est encore là. Je pense qu'à un moment, on a parlé de nexus sécurité-développement. D'ailleurs, le rapport que nous allons présenter à Dakar le jeudi 16 ici montre qu'à un moment, il y a eu un conflit de perception du conflit entre les conceptions internationales et les perceptions locales. Et tout ce que les élites politiques du côté français comme africains n'ont pas réussi, c'est d'essayer de trouver en fait la parade qui puisse faire
qu'il y ait plus de compréhension de ces opérations entourées par le secret de temps en temps, ce qui a alimenté tout le discours qu'on va aujourd'hui. S'y ajoute qu'on a déconnecté, me semble-t-il, le cœur du Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest. Ça, pour vous, c'est une erreur stratégique? Ça a été une erreur stratégique, en fait, le fait de dire que c'est le G5 Sahel. Alors, le G5 Sahel, ça a déstructuré l'architecture régionale de sécurité. Nous avons trois pays au cœur, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui font partie de la CEDEAO. Le Tchad, qui fait partie de l'Afrique centrale. Et la Mauritanie, qui ne fait pas partie de la CEDEAO. Ça veut dire que donc, ça revient à la question que je posais tout à l'heure, sur le fait que la CEDEAO a été dépossédée de la question sécuritaire au profit d'un G5 Sahel qui n'a pas pu réussir parce que justement l'approche n'était pas la bonne. Au moment où on était concentré sur les pays du Sahel central, on n'imaginait pas qu'il y avait ce spillover, ce débordement de l'épicentre du Sahel central vers les pays côtiers. On s'est réveillé aujourd'hui, on nous parle de nouveaux épicentres comme le Bénin, le Ghana et le Togo. Oui, mais la CEDEAO ne pouvait pas régler cette crise sur le plan militaire. La CEDEAO a essayé au début, il y avait après il y a eu l'intervention des Tchadiens, mais la CEDEAO a eu des expériences dans la région. Je pense qu'il fallait donner ses moyens à la CEDEAO pour faire ce travail. Et je crois que ce sont ces moyens qui ont fait défaut à la CEDEAO. Mais rappelons que la CEDEAO, c'est rien d'autre que la somme de tous les États membres. Absolument. Et je pense que les moyens n'ont pas été trouvés. Le G5 Sahel a été positionné comme l'interlocuteur des partenaires internationaux. Et à mon avis, ça n'a pas produit les résultats escomptés. Et aujourd'hui, on vit les conséquences de cette erreur stratégique de déconnexion du Sahel central du reste de l'Afrique de l'Ouest en parlant de débordement d'épicentre. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe au Bénin. Et ce revirement vers Moscou et Wagner, est-ce que vous pensez que c'est une solution aussi de coopération sécuritaire? Vous savez, de tout temps, la sous-traitance de la sécurité n'a jamais été une parade efficace, n'a jamais été une solution. La sécurité est un domaine régalien. La sécurité se gère par des coopérations régionales, par la mise à disposition des moyens nécessaires. À mon avis, ce n'était pas durable. Aujourd'hui, le fait d'accueillir la Russie, parce qu'il y a eu un mécontentement vis-à-vis de la France, je pense que aussi, ce ne sera pas une solution viable. D'ailleurs, la Russie, aujourd'hui, ce qui s'est passé en Syrie doit nous servir de leçon parce que Bachar al-Assad était bien soutenu par la Russie qui n'a pas pu empêcher le renversement de son régime. Aujourd'hui, je ne pense pas que la Russie qu'il a accueilli aujourd'hui à Moscou. Un allié qui puisse garantir véritablement la sécurité, d'autant plus que cette Russie est préoccupée aussi par des problèmes économiques graves. Et la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, on ne sait pas, avec l'arrivée de Trump, bien sûr, et bientôt, est-ce que avec cette absence de soutien des États-Unis, on ne va pas en arriver à la fin de la guerre en Ukraine? Est-ce qu'à la fin de la guerre en Ukraine, le Sahel, l'Afrique de l'Ouest aura la même valeur stratégique ou bien le Sahel et l'Afrique de l'Ouest ne sont pour le moment que des variables, une forme de variables stratégiques, de variables d'accommodement de la part de la Russie qui cherche aussi à avoir son biais en Afrique dans une zone avec des ressources stratégiques mais aussi avec des enjeux géopolitiques énormes. L'investiture de Donald Trump qui aura lieu le 20 janvier prochain, on en vient à votre rapport Timbuktu Institute, leader dans les questions sécuritaires dans la sous-région, donc va rendre public jeudi prochain l'étude sur les coopérations sécuritaires et de développement à l'épreuve des perceptions au Sahel et en Afrique de l'Ouest. On apprend dans ce rapport sur la question sécuritaire qui n'est plus une affaire d'élite mais plutôt des sociétés civiles, les communautés qui se sont appropriées les questions sécuritaires à cause de l'aggravation de la situation. L'implication des communautés, c'est une bonne nouvelle, non? Oui, en même temps, c'est certaines circonstances qui font qu'il y a cette nouveauté-là. D'abord, il y a la démocratisation de l'accès à l'information par le biais des réseaux sociaux qui fait que les populations s'intéressent à tout. La deuxième chose, c'est qu'avec les effets des attentats et des attaques terroristes dans la région, c'est que les populations sont touchées par les questions sécuritaires et y sont sensibles. En même temps, dans le rapport qui a concerné quelques pays, où nous avons pu mesurer les perceptions locales sur l'appréciation que les populations elles-mêmes avaient de ces coopérations-là. Les résultats sont très différents que l'on soit au Togo,
au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou au Niger, ce ne sont pas les mêmes réalités. Et je pense que ça a été assez intéressant pour nous de creuser ce questionnement-là et de voir quelles étaient les perceptions locales et quelles étaient les failles qui existaient entre les perceptions locales et les conceptions internationales, et comment je pense que la coopération, qui à mon avis est une nécessité, aucun pays ne peut se passer de la coopération aujourd'hui, mais que la coopération soit redéfinie bien entendu dans le nouveau canevas avec... Même s'il y a ce discours volontariste de souverainisme, on ne peut pas se passer de la coopération sécuritaire. La souveraineté est une bonne chose en soi, parce que ça montre la volonté de bien faire les choses et de s'affranchir et de prendre à bras le corps ses propres problèmes. Bien sûr. Mais il n'y a pas de souveraineté totale. Les États-Unis ne sont pas souverains sur le plan économique par rapport à la Chine. L'Allemagne accueille une base militaire américaine, etc. Donc je crois qu'il faudrait trouver le juste milieu entre cette volonté de prendre en charge la question sécuritaire. On le voit dans le plan 2050, où on parle d'une souveraineté militaire, l'équipement, le renforcement de la surveillance, la construction de nouveaux camps. Bref, une volonté gouvernementale de prendre à bras le corps la question sécuritaire au regard des menaces qui nous guettent. Mais en même temps, je pense que le Sénégal a toujours été un pays ouvert à la coopération. D'autres pays l'ont été, mais ce sont les termes de cette coopération-là et la manière dont cette coopération se déroule qui sont complètement à renégocier. Et je pense même que c'est dans l'intérêt même de la France qui profitera de cette crise-là pour, j'ai lu un acte tout à l'heure, une forme de libération stratégique pour explorer d'autres possibilités. Mais en tout cas, la coopération me semble quelque chose de fondamental, notamment dans le domaine sécuritaire, où les problèmes, ce sont des problèmes transnationaux. La France n'est pas en reculant en Afrique, elle se réorganise. Ce sont les propos du président Emmanuel Macron. Professeur Bakary Samb, sans spoiler, sans divulgacher, comme on dit, votre rapport qui aborde aussi une autre question d'actualité ici au Sénégal, la question des bases militaires, qui n'est pas une question d'opinion publique, c'est ce que je crois comprendre, mais plutôt une question politique, dites-vous. Est-ce que c'est toujours le cas au vu quand même de l'évolution de cette question? Bon, nous présenterons le rapport jeudi prochain à 17h au Novotel, mais je pense que... C'est bon, vous pouvez faire la pub, pas de problème. Oui, mais voilà, mais je pense que les résultats ne sont pas similaires. Autant cette question au Niger est une question vraiment souverainiste d'opinion publique au regard, certainement, du fait que le Niger est confronté à des menaces sécuritaires, au terrorisme dans le Tillabéri, mais aussi dans le bassin du lac Tchad. Ce ne sont pas les mêmes résultats au Togo, où la question est une question politique. Au Sénégal aussi, la question est une question purement politique. On voit que l'opinion publique ne s'intéressait pas trop à ces questions de base militaire. Ce n'est plus toujours le cas quand même, non? En tout cas, au moment de la collecte de ces données-là, à partir de 2023-2024, on a vu une tendance que la question n'était pas aussi lancinante, en tout cas pertinente, dans le débat public que dans les pays comme le Niger, qui connaissent la présence de bases américaines, de bases françaises, etc., et qui sont confrontés à la réalité terroriste malgré la présence de l'armée française. Mais il y a des surprises comme le Togo ou la Côte d'Ivoire qui, on l'a vu, a négocié cette sortie-là, négocié dans le sens où la communication quand même a été beaucoup plus lisse. Et même dans les propos développés par le président sénégalais, le président Bassirou Diomaye Faye, quand il parlait de la primeur à la France, etc. Je crois que là, les situations des pays sont assez différentes. Et le rapport, justement, a voulu mettre en exergue cela en montrant surtout à la fin la question du nexus entre la sécurité et le développement, parce que la sécurité ne peut pas aller sans le développement et le développement non plus ne peut pas aller sans la sécurité. Que vous inspire le calendrier différent de retrait des forces françaises en Afrique? C'est pas le même calendrier au Sénégal, au Tchad ou en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Oui, en Côte d'Ivoire, on a vu que ça a été plutôt quelque chose issu de discussions, etc. De manière, on a vu d'ailleurs fêter les soldats fêtaient leur départ d'Abidjan. Pour le cas du Sénégal, je pense qu'il y a eu des discours politiques, notamment du Premier ministre, et même avant qu'il soit Premier ministre, lorsqu'il était candidat, en tout cas dans les meetings politiques. Il y a aussi le discours que tient le président de la République. Mais je crois que pour le cas du Togo, par exemple, il n'y a pas encore, on n'en parle pas beaucoup, mais le Togo n'a pas un dispositif comme le Sénégal avec la présence
aussi à Dakar de ces 350 soldats, 350 soldats français. Mais je crois que le calendrier ne sera pas le même. Mais quelque chose est là, c'est une réalité tangible. On est en train de tourner une page historique où la question de la souveraineté est bien là, mais aussi que de nouvelles générations sont arrivées au pouvoir dans différents pays, ce qui provoque parfois un langage parfois d'incompréhension. Oui. Mais je crois que c'est une bonne chose que l'on évolue vers cela. Mais dans tous les cas, je crois que la coopération quand même est à mon avis quelque chose de très très important. Il faudrait, comme je l'ai dit tout à l'heure, revoir les termes de la coopération et surtout le contenu. Le langage est peu diplomatique quand on a vu ce qui s'est passé dernièrement entre Emmanuel Macron et Ousmane Sonko. Oui, c'est d'abord Koulamala qui a parlé au Tchad. Et je rappelle qu'il est ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement. Le Premier ministre Ousmane Sonko a ensuite publié ce communiqué sur sa page Facebook et ça n'a pas été du tout tendre. Mais je crois que c'est deux tempéraments que l'on comprend aisément, qui ont leur style, qui leur appartient. Mais c'est une question aussi sérieuse que la question de la coopération sécuritaire. Mais je reste persuadé que d'un côté ou de l'autre, la France, il y a cette volonté finalement imposée de changer de style et de stratégie, mais aussi le Sénégal d'affirmer une souveraineté dans un secteur aussi régalien que la sécurité. Sur la sécurité au Sahel, on l'a dit en début d'émission, les groupes, on l'a vu, s'avancent. La preuve, le lieu où a eu l'enlèvement du Khalife est très proche de notre pays. En tout cas, c'est au niveau des 3 frontières entre le Mali, la Mauritanie et le Niger. Est-ce que le Sénégal plutôt, pardon, à bas bruit, ici, les autorités sénégalaises prennent à bras-le-corps cette question? Ce n'est pas une nouveauté. Les autorités sénégalaises ont toujours pris à bras-le-corps la question du terrorisme. Il y a eu au début quelques petits problèmes parce que c'était un phénomène nouveau lors de la publication de nos premiers rapports dans les années 2016. Mais je crois que depuis ce qui s'est passé dans les pays voisins, avec une stratégie mixte, en même temps développer des dispositifs sécuritaires pour le renforcement de la surveillance des frontières, en collaborant aussi avec le Mali et la Mauritanie, mais aussi un travail sur la résilience pour essayer d'atténuer la marginalisation territoriale et l'enclavement de certaines régions qui donnent matière parfois à la narrative des groupes extrémistes pour pouvoir s'imprégner, etc. Je pense que cette approche mixte en gérant les urgences sécuritaires mais aussi en travaillant sur la résilience, c'est en bonne voie et je pense que les autorités ont toujours redoublé d'efforts. Je l'ai dit tout à l'heure dans la vision 2050 qui on voit bien, hormis le mot souveraineté militaire, que c'est le même dispositif qui a été reconduit et les forces de sécurité et de défense sénégalaises sont dans une forme de professionnalisme qui ont toujours pris à bras le corps cette question sécuritaire. Merci beaucoup, professeur Bakary Samb, et je rappelle votre publication de rapport jeudi prochain. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et merci de nous avoir donné la primeur. Restez avec nous sur TFM, vous êtes au bon endroit, bonne soirée.